Cette semaine à info.tvc, c'est le temps de réserver votre place pour l'événement Le Dîner des bénévoles 2023. La MRC de la Matapédia lance le programme d'aide à la remise en culture des terres agricoles dévalorisées. On vous présente les films qui seront à l'affiche au cinéma Figaro pour le mois d'avril. Le Bas-Saint-Laurent se voit couper 40 % de son financement du programme Emploi d'été Canada. Et on discute du budget 2023-2024 déposé par la CAQ avec le député Pascal Bérubé. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 31 mars. On est à la porte du mois d'avril, qui est le mois de l'autisme. Et le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme par l'Organisation des Nations unies. Le mois de l'autisme a pour objectif de sensibiliser le grand public aux besoins des personnes autistes et de leurs familles. Cette année, ce sera sous le thème « Faisons briller l'autisme dans toute sa diversité ». Rappelons que l'autisme n'est pas une maladie, mais une condition neurodéveloppementale et la personne qui en est atteinte, c'est pour toute la vie. Les personnes autistes ont une façon différente de traiter les informations sensorielles, de penser, de ressentir les émotions et de communiquer. Passons maintenant aux actualités matapédiennes. Samedi dernier, à l'église Saint-Benoît-Joseph-Labre d'Amqui, ont eu lieu les funérailles de Gérald Charret, 65 ans, décédé lors de la tragédie survenue le 13 mars à Amqui. Près de 1000 personnes ont assisté aux obsèques pour rendre un dernier hommage au sexagénaire. En souvenir de son métier, opérateur de pelle mécanique, un engin d'excavation était stationné en face de l'église. À la fin de la cérémonie, les citoyens se sont rassemblés à l'extérieur de l'église pour lâcher des ballons dans le ciel. Rappelons que cette tragédie a également fait 2 autres victimes, Jean Lafrenière, 73 ans, et Simon-Guillaume Bourget, 41 ans. La polyvalente Forimont a procédé à un élagage du contenu de sa bibliothèque dans l'objectif de le renouveler. En ce sens, il est possible de se procurer des livres usagés. L'argent amassé avec la vente des livres, dont l'achat se fait sous forme de dons, permettra d'acheter des livres neufs pour les jeunes. Si vous êtes intéressé à vous procurer des livres, contactez Martine Coulombe au 88 756 3481 ou par l'entremise de la page Facebook Polyvalente Forimont. La Team 32 SFR Racing organise une soirée le 8 avril prochain à 18 h afin de financer ses prochaines participations de course à East Wotton et Drummondville. Crabes et crevettes à volonté sont au menu et pour égayer la soirée, le duo musical Country Texas vous fera danser. Cet événement vous est offert au coût de 60 $ et vous avez jusqu'au 4 avril pour acheter vos billets. Il suffit de contacter le 88 730 5444. Vous pouvez également vous présenter seulement à la soirée spectacle au coût de 5 $. À la fin du mois d'avril, il sera possible de passer des examens de conduite théoriques et pratiques afin d'obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur et même d'effectuer le renouvellement ou le remplacement de son permis de conduire. L'unité mobile de la Société de l'assurance automobile du Québec sera de passage au Centre récréo-culturel d'Amqui le 25 avril entre 10 h et 12h30 et 13h30 et 15 h. Si vous voulez profiter de la présence des évaluateurs de la SAAQ, vous devez prendre rendez-vous en composant le 1-888-667-8687 entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi. Le défi tête à prix de l'Association du cancer de l'Est du Québec était de retour cette année. Les élèves de l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui se sont encore surpassés
en remettant un montant de 3 113,60 $ à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ce montant a été amassé grâce aux participants de cette édition 2023, dont Thomas Villeneuve, Justin Guimont, Étienne Tremblay, Alexis Pelletier, Antoine de Champlain, Mathieu Plourde, Hubert Beaupré, Catherine Imbeau, Angélique Pronovo, Mégane Lisotte, Noah Charret, Thomas de Champlain et Philippe Dufresne, élèves de secondaire 3 dont sa part de la collecte totalise 1 100 $. Merci à tous les donateurs. Le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent a dévoilé le plan régional de développement 2023-2028 le 23 mars dernier. Ce plan est le résultat du travail de concertation intersectorielle de plus de 125 organisations, d'élus et de personnes issues de la société civile et d'institutions régionales. Son objectif est de favoriser la cohésion des actions menées par les différents partenaires et organismes du territoire bas-laurentien et de répondre aux besoins du milieu au niveau de la gouvernance régionale, de l'occupation et de la vitalité du territoire, du développement économique, des ressources naturelles et environnementales et du développement social. Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia, et Sylvie Blanchette, mairesse de la ville d'Amqui, sont des membres de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent et ont participé à la concertation. Vous pouvez consulter le plan régional de développement en vous rendant sur le site internet crdbsl.org. Le 25 mars dernier avait lieu le gala reconnaissance de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia au Centre communautaire de Sébec. Cette soirée a permis de souligner le travail des entreprises matapédiennes. La Vallée de la Framboise est repartie avec 2 prix, soit dans les catégories tourisme et culture et moyenne entreprise. 3 autres entreprises ont reçu un trophée DVM Construction dans la catégorie employeur de choix, Ferme Bérubeuf dans la catégorie petite entreprise et le groupe TAC dans la catégorie grande entreprise. Du côté des organismes, le prix OBNL Économie sociale est allé à la Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia. La banquise a été nommée Relève entrepreneuriale et la maison d'hôtes Le Lièvre à bicyclette qui a été couronnée Nouvelle entreprise. Dans la catégorie Innovation, Nouvelle activité commerciale, c'est la designeuse d'intérieur cuisiniste Lucie Belzile qui a obtenu la distinction. Et dans la catégorie Événement de l'année, c'est la Kermesse Arc-en-Ciel qui a emporté les honneurs. Le coup de cœur du jury est allé à l'événement L'Expérience Première Mémoire et le prix hommage a été décerné à Yves Lévesque. Félicitations à tous les gagnants. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le Bar Laser de Cauze-Abscal a perdu son titre de champion en étant éliminé en demi-finale. Ce sont les Corsaires de Forillon qui prennent le titre de champion pour la saison 2022-2023 après avoir gagné la finale contre Fondation BA de Trois-Pistoles en 4 parties. La fin de semaine du 25 et 26 mars à Rivière-du-Loup s'est déroulé le championnat régional de volley-ball masculin du Réseau du sport étudiant du Québec, division Est du Québec. 2 équipes d'Amqui sont revenues avec une médaille d'or au cou. La première médaille d'or a été remportée par l'équipe dans la catégorie Benjamin masculin D3 et la deuxième par l'équipe dans la catégorie cadet masculin D3. Félicitations à nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, Sylvie Blanchette nous parle de l'édition 2023 du Dîner des bénévoles pour souligner la part et le travail des bénévoles de la Matapédia. La Ville d'Amqui soulignera de façon particulière le travail des bénévoles dans les organismes socio-communautaires, culturels et sportifs dans le cadre du Dîner des bénévoles 2023. Pour en discuter, je suis avec la mairesse de la Ville d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. Ça va bien?
Ça va mieux, Marc. Ça va mieux, oui, Ça va mieux. Mais là, on parle de quelque chose de plus positif, de quelque chose de Oui. beau. On souligne nos bénévoles. Mais là, il faut mentionner que la ville d'Amqui n'est pas toute seule dans l'organisation. Bien, on n'est pas tout seul. D'abord, on sait que l'organisation bat son plein et c'est plusieurs acteurs. D'abord, ça va être dans le cadre de la semaine de l'action bénévole qui est du 16 au 22 avril. Donc, la Ville qui est en collaboration avec le Centre d'action bénévole, avec la MRC, Tremplin Travail, le CDC et également les Alliances. Fait que c'est tout du monde de tous ces regroupements-là qui s'assoient ensemble pour planifier cette semaine des bénévoles. Et nous, la Ville d'Amqui, pour terminer la semaine, le samedi 22 avril, on va recevoir nos bénévoles qui ont œuvré partout dans la Ville d'Amqui. C'est pas juste des gens d'Amqui, c'est des gens qui sont venus faire du bénévolat pour les citoyens d'Amqui, pour des gens d'Amqui. Fait qu'ils sont reçus pour un dîner. C'est pas la première année, là. Ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Bien, ça fait plusieurs années. On se souviendra qu'il y a eu différentes façons de faire. Aller jusqu'à 2019, c'était un dîner ou souper spaghetti. On offrait du spaghetti. En 2021, on ne dira pas qu'est-ce qu'il y a eu parce qu'on s'en souvient pas mal. On s'en souvient pas mal. Et en 22, lorsqu'on a repris l'activité, on est allé à ce moment-là avec un dîner cipaille qui a été très, très, très apprécié, qui a été fait un samedi. Ça aussi, avant, c'était pas nécessairement un samedi. Donc, l'année passée, on l'a fait un samedi. Et comme je disais, ça a été vraiment apprécié. Fait que cette année, on récidive avec un dîner des bénévoles qui va être le samedi 22 avril à la salle communautaire. Et pourquoi c'est important justement pour la Ville de souligner le travail des bénévoles? Parce que sans bénévoles, là, il n'y a rien qui se passe. OK? On va se le dire, puis il faut être conscient. Puis même, il y a une autre conscience que j'avouerais que j'ai prise, c'est que combien on a des bénévoles dans la communauté, des bénévoles à Amqui, tu sais, tous les organismes, que ce soit n'importe quel organisme, tu le disais tantôt, culturel, sportif, socio-communautaire, que ce soit n'importe quel, il y a toujours des bénévoles en arrière de tous ces organismes-là. Sinon, il n'y a rien qui se passerait parce que nous, tout seuls, la Ville d'Amqui, avec les employés qu'on a, on ne pourrait pas tenir tout ça. Donc, ce sont vraiment des organismes avec des bénévoles à la table des conseils d'administration, à la table quand c'est le temps de tenir des activités. C'est les bénévoles qui sont là, qui sont sur place, qui fait que ces activités-là peuvent se tenir d'abord et deviennent des succès aussi. Oui. Tu sais, si on va à l'aréna, il n'y a pas grand monde de payer dans que ce soit les entraîneurs, que ce soit les arbitres sur la glace, le monde qui font les statistiques quand il y a des tournois, les personnes à l'accueil. Tout ce monde-là, c'est des bénévoles. Fait que, tu sais, puis ça, il y en a une panoplie dans tout. Va voir un spectacle à la salle Jean Cossette avec Mordicus. Ce sont des bénévoles qui reçoivent les gens, qui font ensuite le ramasse dans la salle après. Tu sais, partout, c'est des bénévoles. Fait que c'est ça. On veut vraiment dire merci à ces bénévoles-là qui animent la Ville d'Amqui, qui fait que la Ville d'Amqui est une ville active, est une ville où les gens... il fait bon vivre, où les gens, c'est stimulant. Alors, c'est ça. Fait qu'on veut surtout que les gens continuent à avoir le goût de rire et continuent à avoir le goût de s'amuser. D'où veut dire Amqui, là où l'on s'amuse. Là où l'on veut continuer à s'amuser. Exactement. Et comment vont être choisis les bénévoles là, qui vont participer à ce dîner? Bien, les bénévoles... On recommence. Les bénévoles qui participent au dîner, d'abord, on a envoyé une lettre d'invitation à tous les organismes, toute la liste d'organismes qu'on a le nom. Et je dirais même, s'il y a des organismes, si qui a été oublié, bien, gênez-vous pas, appelez à la Ville d'Amqui. Fait que les organismes, voient avec leurs bénévoles, ceux qui veulent assister. Ensuite, ils doivent quand même réserver leur place parce que nous aussi, là, pour avoir de la nourriture pour tout le monde, il faut savoir. Donc, ils appellent soit Mme Lynne Lévesque
à la ville d'Amqui au 88 629 42 42, le poste 1201. Ou encore, les gens peuvent envoyer un courriel à loisir avec un S à commercialamqui.ca. Fait que c'est les deux façons de s'inscrire pour ceux qui veulent assister au dîner des bénévoles. Il va y avoir, les bénévoles vont être récompensés dans 3 catégories. Exact. Exact. On va avoir. Fait qu'on demande aussi justement aux organismes de nous envoyer des noms. Parmi leurs bénévoles, ceux qu'eux trouvent qu'ils doivent mériter une récompense. Ils n'auront pas tous. On a 3 catégories. D'abord, la catégorie des 35 ans et moins, la catégorie des 36-49 ans et la catégorie des 50 ans et plus. Donc, les organismes envoient le nom de leurs bénévoles. Il faut qu'ils indiquent dans quelle catégorie qu'ils les inscrivent. Et lors du dîner, bien, dans chaque catégorie, ça va être un tirage au sort. Parce qu'on ne peut pas donner des cadeaux à tout le monde. Ça fait que c'est ça. On va quand même choisir 3 dans chacune des catégories. On va faire un tirage au sort et il va y avoir 3 bénévoles qui vont être récompensés cette journée-là. Soulignés. Là, tu as mentionné que ce dîner-là va avoir lieu le 22 avril. Mais ça va être où? Le 22 avril, à la salle communautaire d'Amqui. Okay. Donc, on va commencer à accueillir les gens vers 11h45 pour le dîner à midi. Fait que ça va se dérouler à ce moment-là. Et pour s'inscrire, on a jusqu'au 16 avril. Jusqu'au 16 avril pour s'inscrire, effectivement. Je veux quand même être sûre de donner le 13 avril. C'est le 13? On a au plus tard le mercredi 13 avril. Okay, c'est le 13. Pour s'inscrire. Alors, je vais redire les numéros. Oui. Oui, vas-y. Madame Lynn Lévesque au 88 629 42 42, le poste 1201 ou loisir avec un S à commercialamqui.ca. Parfait. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Puis on vous souhaite un beau dîner des bénévoles. Merci, Marc. Fait qu'on invite vraiment les bénévoles parce qu'on veut vraiment souligner tout l'apport qu'ils amènent à la ville d'Amqui. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle, vous avez jusqu'au 13 avril, ne faites pas la même erreur que moi, c'est le 13 avril pour inscrire un bénévole pour participer. Donc, vous contactez Lynn Lévesque au numéro qu'on vous a transmis ou par courriel à loisir@commercialamqui.ca et le dîner des bénévoles aura lieu le 22 avril. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... C'est Pète puis Répète qui part en bateau. Ouais, bon. Il faut comprendre, ils ont leur masque, hein? Très important. Distanciation sociale respectée, 2 mètres, tout est beau. Pète est vacciné, Répète-les pas par contre. Mais écoute, on va faire avec. Pète préfère être appelé il, même si c'est un elle. Répète, bien, elle est en voie de transformation, donc on va dire il, OK? Puis, bien là, c'est ça, ils partent en bateau. Mais Pète puis Répète sont en bateau. Qui tombe à l'eau? Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapédia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. La MRC de la Matapédia lance un nouveau programme d'aide financière afin de soutenir l'agriculture de la région. Il s'agit du programme d'aide de la remise en culture des terres agricoles dévalorisées. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de David Jacques, qui est conseiller en développement agroalimentaire à la MRC. Bonjour David. Salut Marc. Donc, on parle de ce beau programme qui a été mis en place pour l'agriculture. Mais tout d'abord, pour bien comprendre, qu'est-ce que des terres agricoles dévalorisées? Ouais, une terre agricole dévalorisée, on appelle ça dans le jargon une TAD. Donc, c'est une terre qui, par définition, qui n'a pas été cultivée depuis 3 ans. Donc, on dit 3 ans et plus. Donc, c'est des terres qui sont à l'abandon. Il y a 4 stades. Il y a le stade herbacé. Donc, c'est après 3 ans, il y a des herbes qui s'installent, des arbustes, jusqu'à l'arboricole. Donc, quand la forêt a complètement repris la terre. Donc, ça, c'est une TAD. Et c'est en zone agricole. Donc, c'est pas en plein milieu de la forêt. C'est vraiment une zone agricole, un secteur qui n'a pas été exploité, qu'un cultivateur aurait laissé à l'abandon. OK.
Mais elle peut avoir déjà été utilisée auparavant? Oui. OK. C'est le principe d'une OK. terre. C'est une terre agricole dévalorisée, donc qui n'est plus Qui valorisée. n'était plus utilisée, dans le C'est fond, ça, pour tout exact. ça. Pour X raisons. OK. Il y a une étude de la MAPAC qui a été faite en 2015 qui démontre qu'ils ont fait un inventaire. Est-ce qu'on en a beaucoup sur le territoire? Oui, en 2015, il y a eu un premier inventaire qui a été fait. Cet inventaire-là, bien, en fait, oui, on en a. Mais avec le temps, ce qui est arrivé, c'est qu'on a refait un deuxième inventaire en 2019. Puis moi, ça a correspondu avec mon arrivée sur le territoire, à mon poste, en fait. Ça m'a permis de découvrir aussi le territoire, de m'amener dans des rangs que je ne savais même pas qu'ils existaient, de voir toutes ces terres-là qui étaient à l'abandon. Puis moi, il faut penser que ces terres-là, c'est le travail de nos ancêtres. Donc, c'est un peu du patrimoine là, pour moi. Donc, de laisser ça à l'abandon ou encore de le reboiser, parce que des fois, ils sont carrément reboisés. Je trouvais que c'était une perte un petit peu. Donc, en 2019, on a un deuxième inventaire. Et là, ce qui est arrivé après, c'est la pandémie. Puis comme on le sait, il y a eu un retour en région, des gens qui sont revenus s'installer ici. Le gouvernement du Québec table beaucoup sur l'autonomie alimentaire. Donc, une plus grande production agricole. Donc là, les producteurs ont commencé à reprendre les TAD tranquillement, à leurs frais, à les remettre en culture, à faire le travail de labour, de défrichage. Et puis là, on s'aperçoit que nos producteurs ont besoin d'un dernier petit coup de main financier pour les aider, parce que quand même, des gros montants, des fois, là, reprendre 1, 2, 3, jusqu'à 20 hectares de terre. Il faut couper les arbres, les sols souvent sont acidifiés, il faut mettre de la... Il y a beaucoup d'étapes. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Oui. Donc, mais ça vient, j'imagine, le programme a été mis en place parce que ça vient d'un besoin aussi. Oui, exactement. Nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait, avec des collègues là, de la SADC, du MAPAC, on a fait une étude sur la valorisation de la production laitière dans la Matapédia. On a fait ça l'été passé, puis l'automne passé, on a envoyé un sondage à nos producteurs parce qu'on avait l'impression qu'on perdait du quota de lait. Donc, le quota, je ne rentrerai pas trop dans le jargon, mais c'est... bref. Donc, finalement, on s'est aperçu qu'on ne perdait pas vraiment de quota. Même, on en achetait des autres MRC autour. Mais ce qui est ressorti, parce qu'on posait beaucoup de questions dans notre enquête, c'était que un des enjeux pour l'expansion des entreprises agricoles ici, c'était le manque de terre. Donc, on est passé d'une MRC en déclin qui abandonnait ses terres agricoles, qui les reboisait, à une MRC très dynamique au niveau agricole, qui a besoin de terre. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, un dernier coup de roue là, pour aider nos producteurs? Donc, c'est de là vient le programme d'aide à la remise en culture. OK. Donc, fait que là, c'est un programme, on donne du financement. Fait que les agriculteurs qui sont intéressés à participer à ce programme-là doivent avoir un projet qu'ils doivent soumettre. Oui, exactement. Ça peut être une terre qui est à eux, qui est au bout de leur terre, des fois qu'ils ont abandonné pour X raisons. Mais maintenant, s'ils veulent augmenter leur production laitière, avoir plus, là, je parle de lait, mais il n'y a pas juste ça, là, ça peut être du bœuf. Donc, on va y aller avec l'exemple de la production laitière. Le producteur acquiert du quota, donc il a le droit d'avoir une plus grosse production. Bien, là, il manque de champ. Fait que là, il est intéressé là, par le champ que, disons, il y a 20 ans qui a été abandonné. Donc, le programme s'applique pour ça, mais aussi pour la location. Donc, si le producteur agricole n'est pas propriétaire de la terre, mais peut avoir un bail avec le propriétaire sur le long terme, là, on parle de minimum 8 ans, à ce moment-là, ça peut s'appliquer pour notre programme également. OK. Donc, c'est pas nécessairement le propriétaire de la terre qui est obligé de participer au programme. Ça peut être quelqu'un d'autre qui veut utiliser sa terre. Oui, exactement. Okay. Avec un bail de minimum 8 ans, parce que c'est quand même beaucoup d'années de remettre en culture. C'est beaucoup de travaux, de coûts. Remettre en culture une terre, ça ne se fait pas comme ça en criant ciseaux. Mais pour participer au programme, j'imagine qu'il y a des critères. La personne qui veut dire, moi, je vais utiliser cette terre-là, elle doit avoir des critères à respecter pour qu'elle soit pour être acceptée. Oui, bien, elle doit avoir un NIM, là, un numéro du MAPAC. Ça doit être un producteur qui est reconnu. Là, puis il y a différents... On y va, on est assez large. Là. Je pense que la production de bois n'est pas admissible, là, mais sinon, c'est pas mal la seule chose qu'on ne retient pas pour ce programme-là. OK. Et puis, c'est quoi les montants qui peuvent être reçus, justement? Nous, on a décidé d'aller jusqu'à 20 000 $, donc 50 du coût du projet. Donc, ça veut dire qu'un producteur agricole pourrait aller jusqu'à 40 000 $. Mais nous, on va financer 50 jusqu'à concurrence de 20 000 $. Si c'est plus que 40 000 $, mais nous, on arrête à 20 000 $. Okay. On pense qu'on est capable de faire plusieurs hectares avec ça. OK.
Mais donc les gens qui sont intéressés, les producteurs qui sont intéressés, doivent procéder comment pour justement postuler pour le programme? Oui, sur le site de la MRC, il y a un formulaire d'intérêt. Donc, les gens vont venir nous parler, résumer leur programme. Ils peuvent nous envoyer le formulaire à partir du jeudi prochain, jeudi le 30 mars. Et donc, c'est un formulaire d'intérêt. Il nous mentionne où est la TAD en question, sa superficie, le numéro, parce qu'il y a des numéros de lot là aussi. Nous, on va s'assurer que c'est vraiment zone agricole, que c'est pas du défrichage pur et simple d'une nouvelle terre. Et puis, à partir de là, il va y avoir d'autres documents à fournir, là, parce qu'il y a comme des soumissions pour les travaux à faire, tout ça. Ouais. Et après que tout ça c'est soumis, qui va décider le montant? Parce que là, il y a un montant maximal, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir le montant maximal. Ça va dépendre du projet, j'imagine. Qui va décider de tout ça après? Il y a un comité d'analyse. En fait, il y a moi qui est dessus. Il y a la MRC, il y a le MAPAC, la SADC et l'UPA. Donc, on est quand même là. C'est assez diversifié comme comité. Donc, on analyse les dossiers. Là, on y va en continu, ce qu'on appelle en continu jusqu'à épuisement. Le budget total est de 200 000 $. Donc, on y va en continu jusqu'à l'épuisement du budget. Donc, les critères, il y en a quand même beaucoup, je les ai vus. Là. On ne les a pas tous expliqués en détail là, lors de l'entrevue, mais ceux qui veulent avoir plus de détails peuvent aller trouver l'information où? C'est sur le site de la MRC. Donc, il y a le communiqué de presse, puis on trouve également le formulaire, les détails du programme et le formulaire d'inscription. Tout est là. Oui. Bien, merci beaucoup, David, d'être venu nous parler de ce beau programme. Puis, merci pour l'invitation. On souhaite aux gens là, qui veulent revaloriser l'agriculture, bien, profitez-en. Vous avez un beau soutien financier. Oui. Donc, un petit rappel que toutes les demandes d'aide financière doivent être transmises par courriel à administration@commercial-mrcmatapédia.québec. Et pour toute information, vous n'hésitez pas à contacter David Jacques au 88 629 2053 poste 1038 ou par courriel à d.jacques@commercial-mrcmatapédia.québec. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Avec le mois d'avril qui commence, une nouvelle programmation est à l'affiche au cinéma Figaro d'Amqui et on vous présente ça dans quelques secondes. Alors, toujours en compagnie de la directrice générale du cinéma Figaro, Marie-Michel Voyer. Bonjour, Marie-Michel. Salut, Marc. Ça va bien? Ben oui. Donc, on commence un nouveau mois. Qu'est-ce qui va être à l'affiche pour le mois d'avril? Bien, ce mois-ci, là, Marc, les jeunes vont être gâtés. Et évidemment, là, pour commencer, pour Pâques, là, c'est Super Mario Bros, le film qui sera à l'affiche. Donc, évidemment, là, on va retrouver tous les personnages qu'on adore du jeu Nintendo, là. Et c'est le même principe. Donc, Mario puis son frère Luigi, ils vont descendre dans un tunnel, un labyrinthe de tuyaux pour sauver la princesse Peach. Fait que c'est sous forme de dessin animé ou ça va être en vrai? C'est absolument, c'est en dessin animé, puis on va l'avoir à l'affiche là, probablement tout le mois d'avril. Donc, va être un mois, fait que les gens vont avoir un mois pour venir le voir, fait en masse de temps. Oui, vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps à Pâques, vous avez le temps de venir le voir. Donc, à part Mario Bros, il y a d'autres films qui sont attendus également? Oui, bien, au niveau du cinéma québécois, c'est le film Farador qu'on va vous présenter. Puis c'est aussi là, un film d'aventure fantastique, mais ça, c'est en prise de vue réelle. Donc ça pourrait être intéressant à voir avec vos jeunes d'autour de 8 à 10 ans. Puis Donjon Dragon aussi, qui est un film américain, qui est un peu dans le même style, là, mais lui, il va sortir avant, puis ensuite, on aura Farador. Donjons et Dragons, ça revient. Ça me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Donjons et Dragons. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Et là, on a un film sur le jeu. Au cinéma répertoire, il y a quelque chose aussi? Oui, donc on est dans quelque chose d'un peu plus féministe. Donc, c'est le film... excusez-moi.
ce qu'elles disent, donc traduit de Woman Talking, qui a été primé là aussi là, aux Oscars, ces choses-là. Donc, ça raconte l'histoire de femmes mormones qui vivent plus en retrait. Puis, il va leur arriver de mésaventures. Là. Il y a certains hommes de leur communauté qui vont en abuser. Puis, elles vont finalement prendre les rênes de leur destinée. On a toujours, comme on voit derrière nous, les aventuriers voyageurs qui se poursuivent. Oui, et là, on vous amène à quelque part que vous avez sûrement vu, mais vous devez venir voir. C'est Tommy Ferlat qui nous présente son tour de la Gaspésie. Donc, Tommy Ferlat, il était venu nous voir l'an passé avec son film de voyage sur l'Islande. Donc, cette fois-ci, il nous propose la Gaspésie. Surveillez notre page Facebook. Si c'est possible, là, on l'aura peut-être comme l'année passée avec nous. Fait que surveillez. Si on est pour avoir sa visite, on va vous l'annoncer. Puis de toute façon, c'est intéressant qu'on voit aussi qu'on visite des coins proches de chez nous. C'est pas toujours outre-mer. Oui, bien, on sait tous que la Gaspésie, là... est très primé au niveau international là, comme destination de voyage à faire dans sa vie. Là. On a un beau spécial pour le mois d'avril aussi, un spécial théâtre, cinéma. Oui, et là, ça, c'est un projet qui appartient à Isabelle Carignan, en fait, qui a décidé d'utiliser la scène du cinéma dans notre salle des jardins pour produire sa pièce de théâtre. Et là, c'est vraiment quelque chose de différent qu'elle propose dans notre salle parce qu'elle projette le décor à l'aide de nos équipements. Donc, et ces acteurs sont sur la scène. Donc, ça va être... Il y aura 4 représentations. OK? C'est 21, 22, 23 et 27 avril. Donc, vous pouvez trouver l'horaire là sur la page Facebook d'Isabelle, aussi sur notre page Facebook du Cinéma Figaro. Et puis, il faut acheter vos billets, mais pas au cinéma. Donc, c'est vraiment un projet qui appartient à Isabelle Carignan. Donc, sur son site web, isabellecarignan.com, vous pouvez vous procurer vos billets. Et c'est une activité qui est en collaboration. Ça nous fait très plaisir de la promouvoir, oui. Et puis, c'est ça, c'est quelque chose qui est différent. Donc, vous aimez le théâtre, vous aimez le cinéma, bien, venez voir ça, là, c'est très, très bien. Une belle combinaison entre les deux. Avant de terminer, le mois d'avril, c'est le mois de Pâques. Donc, est-ce qu'il y a un horaire spécial pour, justement, la fin de semaine de Pâques? Oui, bien, des fois, les clients nous écrivent. Donc, oui, on est ouvert à Pâques, évidemment. Donc, le vendredi 5, samedi, dimanche de Pâques et lundi de Pâques, on sera ouvert en après-midi et en soirée. Donc, profitez-en pour venir nous voir. Merci beaucoup, Marie-Michel. On vous souhaite un beau mois d'avril de cinéma. Merci, Marc. Pour tout connaître sur les films qui sont à l'affiche, vous pouvez consulter le site Internet et la page Facebook du Cinéma Figaro. Vous trouverez également les informations sur le théâtre cinéma La Serre Concorde. Bon cinéma! Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Le gouvernement Trudeau a annoncé des coupures dans le financement du programme Emploi d'été Canada, un programme qui permet à des employeurs d'embaucher et de faire vivre des expériences de travail à des jeunes durant la période estivale. Le Bas-Saint-Laurent ne fait pas exception et est durement touché par ces coupures. J'en discute avec la députée d'Avignon, la métisse Matane Matapédia. Christina Michaud, bonjour. Bonjour. Donc, on a appris une coupure là, dans ce programme de financement et c'est pas rien, là, c'est 40 %, donc près de la moitié. Comment on explique ce coup de hache dans le budget? Bien, écoutez, c'est même pas une coupure qui a été annoncée par le gouvernement. En fait, à chaque année, nous, c'est un exercice assez complexe qui nous prend du temps, les bureaux des députés, et on a toujours très hâte de faire cet exercice-là parce que tout au long de l'année, les organisations, les entreprises de la circonscription nous contactent pour nous dire à quel point c'est important pour eux d'obtenir une subvention dans ce programme-là. Et quand on a reçu enfin les informations il y a quelques jours, on s'est rendu compte que les montants qui nous étaient
était donné cette année était très bas, plus bas que les années précédentes. Et quand on a posé la question au ministère, ils nous répondent que, ben, maintenant que la pandémie est terminée, on est retourné au niveau pré-pandémique. Donc, il y avait eu une augmentation en temps de pandémie pour donner un petit coup de main aux entreprises. Alors, c'est de cette façon qu'il l'explique, mais si on creuse un peu plus loin, on voit que, bien évidemment, en 2019, le salaire minimum n'était pas le même que celui qu'on a en 2023. Alors, si on fait le calcul de la bonne façon, on se rend compte qu'on est encore plus bas de ce qu'on avait en 2019. Donc, l'indexation non seulement est pas faite, mais on prend pas en considération là, le niveau du salaire minimum, le montant du salaire minimum également. Donc, c'est très, très décevant dans un contexte où les entreprises peinent à se remettre de la pandémie, justement, et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre également. On sait qu'il y a énormément de besoins dans la région comme ailleurs. Okay. Alors, c'est décevant de voir ça et c'est tellement difficile de faire les choix. Nous, on a un outil de rétroaction qu'on appelle pour les députés. Alors, on a des priorités nationales, il y a des priorités qui sont décidées localement aussi et les organisations, quand ils envoient leurs demandes au programme, ils vont scorer, je sais pas le mot français là pour ça, ils vont se positionner là dans un classement si leurs priorités sont en ligne avec les priorités nationales ou locales justement, ils vont avoir plus de points qu'une organisation qui cadrerait pas avec ces priorités là, disons-le comme ça. Donc après ça, nous on peut aller jouer pour une entreprise ou une organisation qui aurait pas les points maximum, mais qu'on sait que c'est très important pour eux, une maison des familles, par exemple, ou des organismes qui viennent en aide aux femmes ou des trucs comme ça, qu'on sait que c'est très, très important qu'ils obtiennent des fonds, bien, on peut aller les recommander au ministère pour qu'ils puissent recevoir des subventions. Donc, c'est un peu le processus qu'on fait. Et quand on regarde ça, bien, on se rend compte que cette année, pour la circonscription, il y a des demandes de plus de 2,2 millions de dollars par les organismes et les organisations de la circonscription. Et le montant que le ministère nous accorde est seulement de 700 000 $. Alors, c'est des choix crève-cœur qu'on a à faire. Évidemment, le ministère nous en propose, nous dit, ben nous, on donnerait les fonds à telle organisation et nous, on peut aller jouer avec ça. Notre stratégie est un peu d'en donner au plus de gens possible. Alors, si une organisation, par exemple, nous demande 5 emplois, ça se peut qu'ils en reçoivent 1 ou 2. On essaie de faire notre possible pour que tous les emplois qui n'étaient pas recommandés puissent en recevoir un aussi. Alors, c'est un peu un travail crève-cœur qu'on a à faire, mais surtout, ce qu'on demande au gouvernement, c'est indexer le programme. Vous voyez qu'il y a des besoins partout au pays, dans les régions comme la nôtre, il y a des besoins de main-d'œuvre. Je pense que ce serait pas trop demandé d'augmenter ce programme-là puis de pas procéder à des coupures post-pandémiques. Là, tu mentionnais le montant de la demande qu'il y avait. Est-ce que la demande est plus forte cette année que les années précédentes? J'ai pas fait le comparatif avec les autres années. C'est toujours ça se compare pas mal, là. Ça dépend des régions aussi. Il y a dans des régions qu'il y a plus de jeunes, il y a dans des régions qu'il y a plus de demandes de la part d'organismes, d'entreprises de toutes sortes. Si on se ramène là dans les années de pandémie, moi j'avais lancé un appel aux producteurs agricoles en disant vous d'habitude là vous demandez pas de subvention dans ce programme-là, mais faites-le cette année parce qu'on pourrait peut-être vous aider. On sait que c'est difficile pour vous puisque eux avaient pas reçu leurs travailleurs étrangers temporaires dans ces années-là, là, quand on était dans le pic de la pandémie. Alors, ces entreprises-là, c'est normal, ont pris l'habitude de redemander, mais après ça, nous, c'est sûr qu'on va prioriser des organismes communautaires, par exemple, des organisations qui sont très peu subventionnées au détriment d'entreprises privées. Donc, il y a ces choix difficiles-là à faire, mais pour 2,2 millions de dollars, là, c'est beaucoup d'organisations dans la circonscription qui ont demandé des emplois. C'est ça, comme tu mentionnes aussi, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui font appel à ce programme de subvention-là parce que souvent, ils n'ont pas nécessairement les moyens d'embaucher quelqu'un. Alors, d'ailleurs, nous, en tant qu'organisme communautaire, nous, la TVC, on en fait partie. On embauche des jeunes pour la période estivale. Qu'est-ce que ça va être comme pénalité? Parce que là, s'ils n'ont pas d'autres subventions, s'ils n'ont pas d'autres moyens, ils ne pourront pas embaucher cet été, là.
Oui, ben c'est ça. Il y aura des heureux élus, puis il y aura des gens qui vont être déçus, ça c'est certain. Comme je disais, on essaie de faire plaisir au plus de personnes possible parce qu'on a évidemment beaucoup de demandes. Donc, au lieu d'avoir le nombre d'emplois que les organismes demandent, ils vont en avoir un peu moins. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de faire un équilibre, mais évidemment qu'on priorise les organisations avec le moins de moyens. Si on sait qu'une organisation est très subventionnée, ben ça se peut qu'on priorise une qui l'est moins. Ça se peut qu'on priorise une organisation communautaire versus une entreprise privée qui fait du profit. Donc, c'est ce genre de questions-là qu'on se pose. Évidemment, on aimerait ça en donner à tout le monde. Si on avait la main dans la poche d'argent, on en donnerait à tout le monde chez nous. On sait que si les gens ont pris la peine de remplir une demande de subvention, ce qui n'est pas toujours facile, là, il y a beaucoup de pages et c'est complexe. Donc, si on sait que les gens ont pris la peine de le faire, c'est parce qu'ils en ont besoin. Alors, on essaie de leur faire plaisir, mais c'est toujours des choix extrêmement déchirants. C'est pour ça que la logique de la chose, c'est demander au gouvernement d'investir plus, tout simplement. On sait à quel point le programme Emploi d'été Canada est bénéfique dans toutes les régions et particulièrement chez nous. Hein, on a un problème de jeunes qui reviennent pas nécessairement en région après avoir été étudiés ailleurs. Et ça, c'est une belle façon de les ramener chez nous. Hein, et c'est pour ça qu'on priorise certaines organisations. On sait que le jeune va avoir une expérience particulière, qui va acquérir des compétences spécifiques et ça va peut-être lui donner le goût de rester dans cette organisation-là par la suite ou de revenir l'été suivant ou d'entreprendre des études dans ce domaine-là et d'assurer une relève pour la région. Donc, on a tous ces éléments-là en tête aussi de dire est-ce que le jeune, on a moyen de le garder dans la région par la suite si on l'envoie dans telle organisation plutôt qu'une autre. Donc, c'est des considérations qu'on a, mais comme je le disais, là, ça reste des choix extrêmement déchirants. Je ne sais pas si tu le sais, l'année passée, il y a combien de postes qui ont pu être donnés grâce à ce programme d'Emploi d'été Canada? On était dans le 200 quelques. Attends, je l'ai peut-être très près de moi. 294 emplois en 2021. J'ai pas les chiffres pour 2022, malheureusement. Si on regarde 2019, on était à 206 emplois. Et pour 2023, là, on serait dans la centaine d'emplois. Donc, comme je vous disais, là, on est en dessous du niveau de 2019. Alors, non seulement ça n'a pas été indexé, mais on ne prend pas en considération l'inflation et la hausse du niveau du coût de la vie également. Donc c'est encore moins bon que ce qu'on avait avant la pandémie. C'est pour ça, tout simplement, que le Bloc québécois s'est dit, ben, on s'est concerté entre députés, là. On a vu chacun dans nos circonscriptions que les montants étaient moindres et on s'est dit, ben, on va demander au gouvernement d'en mettre plus sur la table, tout simplement, parce que c'est un programme qui est extrêmement prisé, extrêmement important pour toutes les régions du Québec, notamment. Donc, on espère que cette demande-là va être entendue de la part du gouvernement. Le budget s'en vient la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça peut être annoncé dans le cadre du budget ou à un autre moment, mais c'est certain que si on peut avoir plus de montants, plus d'argent pour l'accorder à plus d'organisations, ce serait vraiment l'idéal. Et ça peut très bien se faire à ce stade-ci, là, même si on a déjà donné nos recommandations au gouvernement, parce qu'on se souviendra, dans les dernières années, là, ils procédaient par vagues. Ça, c'était un des problèmes aussi. Là. On avait des organisations qui étaient très contentes de recevoir la subvention, puis après ça, ne trouvaient pas de jeunes pour pouvoir le poste. Donc, ils devaient remettre la subvention au gouvernement. Donc, on avait une deuxième, troisième, quatrième vague avec des montants qui étaient remis, qu'on redonnait à d'autres organisations. Donc, il y a tout ce processus-là aussi. Et ça, c'était un problème vraiment des dernières années qu'on a constaté chez nous. Les gens étaient très contents de la recevoir, la subvention, mais il n'y avait pas de jeunes. C'était impossible de trouver de jeunes pour l'emploi qu'ils avaient décidé d'avoir une subvention pour cet emploi-là. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. On espère que tout le monde sera capable de trouver des jeunes cette année, mais ça reste évidemment un enjeu aussi. Oui, parce que là, avec ce que tu nous dis, c'est quasiment la moitié des jeunes qui étaient engagés l'année passée qui ne pourront pas être engagés cette année, là, par manque de budget. Oui, ça ressemble à ça. Fait que, c'est quand même important. Puis en plus, on vit une pénurie d'employés. Alors, déjà, on a déjà la difficulté à trouver du monde. Si on manque d'argent pour les attirer, on agrandit le problème.
Évidemment, c'est vraiment ce qu'on constate et c'est extrêmement déplorable. Évidemment, je sais qu'il y a des organisations qui vont être en mesure quand même d'employer des jeunes s'ils ne reçoivent pas la subvention gouvernementale. Quand je parle d'entreprises privées, notamment, la subvention elle est coupée de moitié. De toute façon, un organisme communautaire va avoir une subvention complète, une entreprise privée va avoir la moitié du montant. Donc, c'est vraiment des petits aides qui sont données. Donc, on peut penser que certaines organisations vont être en mesure, sans la subvention gouvernementale, quand même, d'employer des jeunes, et ça, c'est tant mieux. Mais évidemment, ça donne un coup de pouce bienvenu pour plusieurs organisations qui n'ont pas les moyens, là. Là, tu mentionnais aussi qu'il y a des demandes qui ont été faites au gouvernement pour investir autrement. Il n'y a pas eu de réponse encore, j'imagine? Il n'y a pas rien eu qui a bougé à ce niveau-là? Non, on attend toujours des réponses. Bon, ben écoute, on souhaite d'avoir des réponses pour le mieux, à la positive. Christina On Michaud... l'espère. Oui. Christina Michaud, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Au revoir. Bye-bye. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau boulier! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Le 21 mars dernier, le ministre des Finances, Éric Girard, a déposé le budget 2023-2024 du Québec. Celui-ci présente des investissements totalisant plus de 24 milliards de dollars d'ici 5 ans. Pour bien comprendre les grandes lignes de ce budget, je discute avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Bonjour Pascal. Bonjour. Donc, on discute finances aujourd'hui et je voulais voir un peu avec toi, selon toi, quels sont les points forts et les lacunes de ce dernier budget? D'abord, rappeler que l'exercice du budget, c'est essentiellement les choix que le gouvernement du Québec fait avec notre argent. Ce qu'on paie en impôts, ce qu'on paie en taxes, le gouvernement fait une priorisation, puis à chaque année, expose ses directions, ses choix de projet. Ce qu'on peut remarquer cette année, c'est beaucoup la baisse d'impôts qui avait été proposée lors de la dernière élection. Lorsqu'on regarde ce que ça veut dire pour les gens, bien évidemment, c'est pas tout le monde qui paie de l'impôt. Donc, ces gens-là ne seront pas touchés. Les gens qui gagnent peu reçoivent peu et les gens qui gagnent beaucoup plus reçoivent beaucoup plus. Donc, l'objectif est manqué. Une personne qui gagne 100 000 $ reçoit un montant important, puis une personne qui gagne très peu, au salaire minimum, va recevoir presque rien pour l'année. Donc, cet exercice de baisse d'impôts, pour ce que ça donne, c'est manqué. Évidemment, on aime tous payer moins d'impôts, mais c'est un choix qu'on fait qui a des conséquences. Il y a des besoins importants en matière de santé, en matière d'éducation. D'ailleurs, on a beaucoup parlé au cours des derniers jours des écoles vétustes au Québec. Le ministre de l'Éducation et le premier ministre indiquent qu'il n'y a pas vraiment tant de problèmes que ça. Ben, moi, je propose humblement qu'il y en a des problèmes, y compris dans notre région, sur le territoire. Il manque des infrastructures, de beaux gymnases, l'aménagement des écoles de façon fonctionnelle, rafraîchir les écoles, les améliorer de façon considérable. C'est important. Pour parler de la santé mentale, évidemment, on en a parlé beaucoup avec le triste événement qui est arrivé à Amqui. Pas grand-chose dans le budget. Pour ce qui est des infrastructures, il y a des attentes régionales. Le prolongement de l'autoroute 20, c'est toujours à l'étude, donc il n'y a pas de nouvelles étapes. Donc, quand on regarde tout ça, ben, moi, je me dis, le budget a un impact si les gens s'en rendent compte. Quelles sont leurs attentes, puis qu'est-ce que ça va leur donner de plus. Et je leur laisse le soin de juger si ça a un impact positif dans leur vie. Beaucoup de personnes ont reçu un chèque en marge de la dernière élection. D'ailleurs, ça a largement contribué à faire élire la CAQ. Ça, c'était pour aider. Il y a longtemps qu'il est dépensé. Et puis là, on a une inflation, on a le coût du panier d'épicerie qui augmente. Ça, c'est un impact considérable sur la vie des gens. Puis moi, je suis très attentif à ça. Okay. Donc, de façon générale, ce qu'on retiendra, c'est beaucoup la baisse d'impôts, mais les besoins sont importants sur notre territoire. Et j'aurais aimé qu'on ait une démonstration plus concrète de ce que ça peut donner pour nous en région. Peut-être qu'on s'en rendra compte ou pas. Je ne donne pas d'indication plus que ça. Les gens vont réaliser s'ils sont satisfaits ou pas de ce budget, qui était quand même
pas mal contesté dans notre région, puis même pas par moi, j'ai accordé très peu d'entrevues. Je pense que c'est une des seules que j'accorde sur le budget. Mais les élus municipaux, de façon à peu près unanime, ont dit que c'était pas un bon budget. Donc, c'est des observateurs attentifs Donc, justement, de ce que ça veut dire, les choix budgétaires. Oui. Donc, justement, pour nous aider à comprendre le budget, parce que l'on sait qu'ils investissent de l'argent dans plusieurs domaines. Ils ont annoncé 615 millions de dollars pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Ils ont annoncé 5,6 milliards pour le réseau de santé. Mais pour nous qui écoutons ça, qu'est-ce que ça signifie quand ils disent qu'ils vont investir un montant d'argent dans un domaine? Ils ont plusieurs choses à prendre en considération. On ne sait pas ce que ça veut dire. Puis même en matière de santé, il y a un projet de loi qui va être déposé cette semaine. On ne sait pas quel est l'impact de la création d'une agence de santé sur notre territoire. Est-ce que ça va faire en sorte que ça va éliminer les ruptures de services comme on vit présentement à Amqui? Moi, ça, c'est le genre de dossier où j'aimerais que, lorsque ça apparaît dans l'actualité, le ministre de la Santé intervient et il dit « Bien, voici à Amqui ce qui se passe. Je vais intervenir. » Bien, là, le premier ministre est venu la semaine dernière, puis c'était important. Mais là, il se passe quelque chose à Amqui, puis le ministre n'intervient pas. Ça, c'est la réalité. Ça touche des mamans ou des futures mamans qui doivent se rendre à Rimouski, faute de services sur notre territoire, pas parce qu'on n'est pas capable de le donner, parce qu'on est plutôt en pénurie de main-d'œuvre. C'est fragile le nombre d'infirmières qu'on a. On aurait pu décider de donner des primes supplémentaires, comme dans le nord du Québec. On pourrait réorganiser le travail, faire en sorte de rendre notre région plus attractive. Ça, moi, ça me parle. Ça donne une indication très concrète dans le réel. Pour le reste, quand on parle de millions, de milliards de dollars, c'est très abstrait pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on se demande. C'est bien beau, ils vont investir ça, mais comment? Normalement, un gouvernement, quand il planifie tant d'argent dans tel domaine, comment il doit penser la chose, justement, pour dire on va pouvoir investir tant de montants d'argent? C'est quoi la réflexion qui doit être faite derrière tout ça? Ils font des consultations avec différents groupes, puis il y a de l'idéologie là-dedans. C'est quoi leur priorité? C'est dur de savoir comment ils arrivent à prendre telle ou telle décision. Moi, je ramène toujours ça à l'essentiel. Qu'est-ce que ça change pour les gens? Qu'est-ce que ça nous donne de plus en région? Est-ce que les gens qui ont voté pour cette formation politique dans notre région sont satisfaits du budget? Je vous indique déjà que j'en connais qui regrettent déjà. Donc, c'est pas le gouvernement des régions. Le ministre responsable des régions, c'est M. Fitzgibbon, qui est un député de la région de Montréal. Je veux dire, on ne peut pas être plus loin que ça de notre réalité. Et quand je regarde la réaction générale, il n'y a personne qui a sauté au plafond là, en disant « ben voici ce qu'on attendait depuis longtemps ». Donc, on a beau avoir plusieurs députés de la CAQ dans l'Est du Québec, ça ne paraît pas. Et puis là, tu parlais un peu plus tôt aussi au début de l'entrevue qu'on parlait qu'est-ce qui va revenir à chacune des régions. Ils ont annoncé 1,4 milliard pour contribuer à la prospérité des régions. Qu'est-ce que ça peut signifier pour une région comme la nôtre au Bas-Saint-Laurent? On ne le sait même pas. OK. On ne le sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire en nouvelle place en garderie? Qu'est-ce que ça veut dire en investissement en soins de première ligne, en santé? En investissement routier, j'ai donné l'exemple de l'autoroute 20. C'est quand même une infrastructure qui est importante pour les gens de l'Est du Québec. Si nous, on n'a pas l'argent, d'autres vont la prendre. Il y a des phases supplémentaires à l'autoroute 50 là, qui ont été annoncées. L'autoroute au Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est réalisée depuis un bon bout de temps. Le gouvernement a mis encore sur le troisième lien. Je veux dire, si on ne prend pas cet argent-là pour une infrastructure importante, liée à notre développement économique, liée à la sécurité essentielle qu'on doit avoir, qu'est-ce qui va arriver? Donc, le poids politique du Bas-Saint-Laurent sous ce gouvernement est minime. En tout cas, il n'y a pas de démonstration concrète de ça. Et si les gens se disent, ben oui, évidemment, le député de Matane-Matapédia va dire ça, prenez même pas ma parole. Écoutez les élus municipaux, je pense qu'ils vont vous convaincre qu'il n'y a personne qui est impressionné. Pour nous autres, ici dans le Bas-Saint-Laurent puis dans la Matapédia, c'est quoi les besoins qui doivent être entendus par le gouvernement? Adapter les programmes à notre réalité, notre capacité de payer. Par exemple, lorsqu'on a des programmes d'infrastructure pour les loisirs ou pour le sport, ben on ne peut pas payer une énorme somme. Hein? Il faut que le gouvernement paie un maximum pour que ça soit accessible. C'est le cas de différents projets qu'on a, notamment celui de gymnase au CEMEC, au Centre collégial de la Matapédia. Ça, c'est un exemple où finalement, faute de financement, pour l'instant, on ne pourra pas le faire. Les places en garderie, c'est toujours un investissement qui est profitable. On a besoin de nouvelles places, encore une fois. En santé, des soins de première ligne. En éducation, même chose aussi.
et puis un programme adapté pour stimuler l'économie de notre région. Puis il y a aussi des décisions qui sont importantes, qui peuvent être prises par le gouvernement du Québec, de régionaliser l'immigration. Nous, la cible qu'on avait, c'était qu'au moins 25 % de l'immigration québécoise puisse se retrouver en région. Donc, on ne voit pas ça présentement, c'est encore beaucoup à Montréal que ça se passe. Puis aussi, ben, être attentif au suivi des engagements électoraux du gouvernement. Je pense que je suis à peu près le seul député au Québec qui suit de près l'enjeu de la délocalisation des fonctionnaires. La CAQ s'est engagée à ce que 5 000 fonctionnaires passent de Québec aux régions. Il semblerait qu'il y en a présentement à peu près 250 au Bas-Saint-Laurent et il n'y a personne qui est capable d'en nommer un seul. Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais s'il y en avait dans la Matapédia, il faudra me les identifier, mais moi, je ne suis pas capable de les identifier. Donc, est-ce vrai? Je vais continuer de suivre ça. Donc, il faut suivre un ensemble d'indicateurs lorsqu'on est député d'une circonscription comme la nôtre, parce que le gouvernement crée des attentes importantes. Lors de la dernière campagne électorale, il a eu un mandat fort, mais là, maintenant, il n'y a pas d'autre raison. Là. On ne peut pas évoquer le gouvernement précédent, c'était eux. Donc, c'est à eux à livrer la marchandise. Puis moi, je suis là pour surveiller et veiller aux intérêts des Matapédiens et Matapédies. Parce qu'aussi, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre et d'envoyer les gens en région, il avait annoncé aussi peut-être que des employés de la fonction publique pourraient faire du télétravail pour aller vivre un peu plus dans les régions. Tant mieux. Mais ça, je pense qu'on n'a rien vu encore à ce niveau-là. Là. Encore une fois, il y en aurait 250 au Bas-Saint-Laurent. Donc, on peut imaginer qu'il y en a quelques dizaines dans la Matapédia. Je mets au défi les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, de me les identifier s'ils en connaissent. Des fonctionnaires qui ont déménagé de Québec à Amqui ou dans la Matapédia pour travailler. Si c'est le cas, tant mieux, mais j'en doute. Bien, merci Pascal de nous avoir éclairci un peu sur le budget, savoir un peu comment ça se construit et tout. Ça sera à nous de suivre, voir l'argent qui est investi, comment il va être investi et comment il va être réparti. Mais avant de terminer, je voudrais qu'on revienne un peu sur les événements qui se sont produits le 13 mars dernier, parce que je pense que là, il y a du nouveau développement dans la suite des choses. Bien, il y aura nécessairement une suite et c'est dur de dire qu'on va en faire quelque chose de positif, parce que c'est quelque chose d'éminemment négatif, mais on va essayer de faire en sorte qu'on améliore les choses pour notre région et que toute l'attention médiatique qu'on a obtenue serve à quelque chose, à laisser quelque chose de concret pour notre région. Et juste avant que le premier ministre déambule sur le boulevard Saint-Benoît-Ouest en ma compagnie, celle de la mairesse d'Amqui, on a eu une rencontre à l'hôtel de ville en privé. Et la mairesse a très bien indiqué qu'on aura des choses à demander. Et on est à faire cette liste, mais il est évident qu'en matière de santé mentale, en matière de services de première ligne, en matière de téléphonie cellulaire, il y a un ensemble de dossiers où le gouvernement peut répondre présent. Le premier ministre nous a dit qu'il allait être présent, qu'il allait être réceptif. Donc, on aura à faire cet exercice avec notre député fédéral également pour qu'il reste quelque chose. Et je vous donnais l'exemple suivant. On a eu beaucoup d'attention médiatique. Tous les regards sont tournés vers Amqui. Mais là, on a une découverture en matière d'obstétrique. Et puis là, le gouvernement ne répond pas. Ça n'envoie pas le bon message. OK. Bon. Écoute, justement, il va pouvoir. C'est là qu'on va voir si l'argent qui est investi à ce niveau-là, si elle va être utilisée là, à bon escient dans les prochaines semaines, mois et années à venir. Pascal Bérubé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et puis au plaisir de se reparler bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 31 mars d'Info.tvc. C'est cette fin de semaine qu'a lieu le championnat régional hockey Bas-Saint-Laurent aux arénas d'Amqui, Cozapical et Sébec. Des bénévoles sont toujours recherchés. Si vous avez envie de vous impliquer, vous contactez Hockey Valley. Demain, c'est le 1er avril, le jour des farces et attrapes, alors soyez vigilants. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située au 118 rue Saint-Jacques-Nord à Cozapical. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur lime.
Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une édition spéciale de Pâques d'Info.tvc. Manquez pas ça. Bonne semaine!